À l'heure des nouvelles technologies, moi je sais. Buenos días, bonjour a toutes et a tous. Buenos días. Wow. Impresionado. Soy Sebastián Portelli, soy agregado de Cooperación Educativa Lingüística en la Embajada de Francia aquí en Colombia. Y pues con mucho gusto les acogemos a esta charla de Patrick Chardonnay. Pues empezar agradeciendo a todo el equipo de la Universidad EAN, universidad miembro de la Agencia Universitaria de la Francofonía, la AUF. Mucha alegría desde la Embajada de Francia de desarrollar estos lazos con la universidad, con internacionalización y por supuesto con todo el equipo de idiomas y particularmente con el equipo de francés, muy bien representado aquí. Entonces la venida o la llegada de Patrick con nosotros no es por casualidad. Patrick es nuestro experto en un proyecto que se llama FLOCOL, Francés Lengua de Oportunidades para Colombia, que hemos desarrollado a lo largo de esos últimos 12 meses y que tiene como objetivo global de desarrollar la oferta de francés y de plurilingüismo en el sistema educativo colombiano. Y ayer, como punto culminante de este proyecto, organizamos acá la primera reunión, el primer encuentro de un comité que se llama el Comité Interinstitucional para el Aprendizaje y la Enseñanza del Francés en Colombia. Y para nosotros fue un momento muy importante a nivel político, educativo, de intercambio entre 25 instituciones diferentes del país para pensar, desarrollar una estrategia hacia más plurilingüismo y más francés en las universidades, los colegios colombianos. Así que les voy a presentar a Patrick, ahora nuestro experto, que es doctor en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Paris III, la Sorbonne Nouvelle. Fue profesor asociado en la Universidad de Franche-Comté, encargado de cursos en la Universidad Paris III, Sorbonne Nouvelle y Stendhal, Grenoble. También fue profesor visitante de varias universidades del continente latinoamericano, tal como la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, Unicinos de Brasil, Universidad de Sao Paulo, Brasil, Universidad Federal de Pará, Brasil, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad de la República de Uruguay. Es socio de varios laboratorios, tal como los de laboratorios universitarios de investigación, en Universidad Franche-Comté, Paris III Nouvelle Sorbonne y la Universidad degli Studi de Milano. Fue agregado de cooperación en varios servicios culturales de embajadas de Francia en Líbano, Ghana, Argentina y Brasil. Y Patrick también trabajó por la Agencia Universitaria de la Francofonía como director delegado y como responsable de la Oficina para América Latina. Desde 2020 se incorporó a la dirección de la Red de Expertos en Políticas Lingüísticas, Lingüística Educativa del Fórum Mondial Heracles, como director del programa Expertise y Conseil, en el marco del cual participó como experto en proyectos en Albania, Angola, Bosnia-Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Moldavia, República Dominicana y Serbia. Es como los Olímpicos. Desde 2017 participa en un proyecto de observatorio de prácticas y aprendizaje del francés, con actividades de investigaciones, formación de investigadores de campo en Argentina, Brasil, Ecuador, podemos decir en Colombia ahora también. Desde desde 1992, no sé por qué, un bloqueo.
Patrick publicó una 50 de artículos, una obra individual, libros en codirección y coordinó 3 libros colectivos, colaboró en 10 libros colectivos también y actualmente es director de la colección Campos Didácticos Plurilingües en Peter Lang International Academic Publishers, Brussels. Bueno, Patrick, gracias por haber aceptado de organizar y de dar esta charla que plantea la siguiente problemática. Sigue siendo necesario aprender y enseñar lenguas extranjeras en la era de las grandes tecnologías portátiles de traducción automática. Creo que, pues, tu problemática llevó mucho interés en la comunidad de los estudiantes de la EN, de los docentes, de nuestros colegas de la Alianza Francesa. Agradezco también la presencia de nuestra colega de la Embajada de Canadá, que está acá. Y pues voy a dar el paso al experto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. Je pose une première question. Est-ce qu'on doit apprendre et enseigner les langues étrangères à l'ère du développement des technologies de la traduction qui sont de plus en plus puissantes et portables? Eh bien, la réponse est non. On n'a plus besoin d'apprendre les langues étrangères et de les enseigner. Voilà, j'ai terminé ma conférence. Non. Depuis une dizaine d'années, vous le savez, puisque si le thème vous intéresse, les traducteurs textuels et vocaux instantanés se sont développés. Ils peuvent être intégrés aux ordinateurs, aux tablettes, aux téléphones, ou bien on les trouve aussi sous la forme d'appareils, de petits appareils externes autonomes. On a tous appris à les utiliser de manière empirique, comme on l'a fait pour les nouvelles technologies, avec plus ou moins de facilité, et progressivement, on peut dire qu'ils s'imposent dans nos pratiques sociales. La première génération de ces outils a représenté une grande avancée à partir du moment où ils ont été disponibles sur les téléphones portables. Petite anecdote, je me souviens de 3 voyages au Japon qui ont toujours représenté pour moi une difficulté du point de vue de l'interaction linguistique avec les Japonais. Le premier en 1999, pendant lequel j'ai compris qu'il ne fallait pas trop compter sur l'anglais pour communiquer au Japon. Le deuxième, au début des années 2010, pendant lequel je m'efforçais à identifier la forme des caractères des noms de stations de métro à Tokyo. Et le dernier, en 2018, pendant lequel j'ai largement utilisé Google Translate sur mon téléphone, notamment dans les taxis. Si j'y retourne aujourd'hui, il me suffira de photographier avec mon téléphone les noms des stations de métro en japonais pour obtenir leur traduction en caractères latins et d'utiliser une application pour que mes interlocuteurs japonais et moi puissions échanger chacun à partir de sa langue. L'évolution a été très rapide. Les outils de première génération, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années seulement, étaient fondés sur quelques principes qui sont rappelés dans la diapositive et que je ne vais pas détailler, faute de temps. En gros, on peut dire que ces traducteurs traduisaient assez bien des phrases connues ou proches du corpus d'origine, mais ils avaient de grosses difficultés à gérer des structures nouvelles, la variation sociolinguistique et aussi les approximations ou les erreurs dans le texte source. Tout a changé récemment avec l'arrivée des applications de traduction de l'écrit et de l'oral fondées sur l'intelligence artificielle, qui utilisent des réseaux neuronaux artificiels formant de nombreuses couches pour résoudre des tâches complexes. On a donc, avec l'intelligence artificielle en traduction, changé de paradigme dimensionnel. On est passé de ce qu'on appelait ici des aides à la traduction à des outils de traduction instantanée
avec une capacité à travailler sur de très grands corpus linguistiques et un modèle de traduction intelligent capable d'apprendre. Et ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire. Les spécialistes estiment qu'à moyen terme, disons de 3 à 7 ans, plusieurs perspectives d'avancée sont réalistes dans ces technologies. Vous pouvez voir sur la diapositive la liste des améliorations en qualité, en portabilité, en interaction, en personnalisation et en multimodalité. En qualité, on arrive à terme à une traduction automatique quasi immédiate qui ne se contente pas de traduire, mais qui reformule dans l'esprit et la culture de l'interlocuteur. En portabilité, on pourra bientôt parler dans sa langue pendant que l'autre entendra la traduction dans la sienne, dans son oreillette miniaturisée, quasiment sans délai. Pour ce qui est de l'interaction en réunion distante avec le métavers c'est-à-dire la réalité virtuelle ou réalité augmentée, un avatar parlera dans votre langue à travers vous, mais votre interlocuteur verra, entendra une version contextualisée dans sa langue en direct avec des gestes et des mimiques adaptés à la culture de l'interlocuteur. Par ailleurs, avec l'évolution de la personnalisation, et ça c'est très important, les traductions ne seront plus standards, universelles, mais adaptées à l'identité linguistique, culturelle et émotionnelle du locuteur. Enfin, la multimodalité qui intégrera en même temps, dans une même communication, le texte écrit, la voix, les gestes, les mimiques, aura des effets sur la sécurité linguistique et donc sur le rapport aux langues. C'est comme si l'autre avait toujours parlé votre langue. Il n'y a plus de problème. Alors j'imagine que lorsqu'un enseignant de langue étrangère, ou un futur enseignant de langue étrangère, ou un traducteur, ou un étudiant en traduction, découvre cette évolution, bon, il abandonne les études. Il ne peut pas ne pas s'interroger sur son avenir. C'est assez époustouflant, à la fois par le niveau d'évolution technologique qui intègre les 4 modalités, avec de bonnes performances, mais aussi du point de vue de sa rapidité d'exécution quasi instantanée et sa portabilité avec des objets miniatures. Et évidemment, cela a des effets, nous sommes tous ici des professionnels ou professionnels en devenir de l'enseignement ou de la traduction des langues. Et évidemment, du côté des citoyens qui ne sont pas des spécialistes, cela pose aussi la question de l'intérêt qu'il y a à apprendre les langues étrangères. Et c'est cela la raison qui motive la question d'introduction de cette conférence. Alors, pour essayer d'y répondre, je vous propose une petite réflexion structurée qui explore différents axes. Pour commencer, je dirais qu'il y a une remise en question légitime de l'apprentissage et de l'enseignement des langues étrangères à l'ère des traducteurs automatiques de l'écrit et de l'oral. D'abord, une remise en question au regard des progrès technologiques impressionnants et dynamiques, comme on l'a vu. Ensuite, une remise en question par un accès facilité à la communication internationale immédiate. Ces outils rendent déjà possible, et demain encore davantage, des interactions quotidiennes, professionnelles, touristiques ou culturelles, sans apprentissage préalable de la langue, ce qui peut réduire effectivement l'attrait ou le besoin immédiat d'investir dans un apprentissage long et exigeant. Et enfin, une remise en question par l'optimisation des ressources éducatives et économiques qui sont actuellement consacrées à l'enseignement des langues. Hormis la formation des spécialistes de telle ou telle langue et de chercheurs de haut niveau qui resteraient toujours nécessaires, surtout pour alimenter justement les technologies, on peut se demander s'il ne serait pas plus judicieux de réduire l'enseignement des langues pour concentrer les ressources en éducation sur d'autres compétences. Cela voudrait dire moins d'heures de cours de langue à financer dans le système éducatif,
Et là, vous voyez les gestionnaires des systèmes éducatifs avoir des idées géniales pour faire des économies. Vous pouvez voir le tableau ici du nombre d'heures actuelles consacrées aux langues étrangères dans plusieurs systèmes éducatifs. Je n'ai pas mis la Colombie parce que j'ai trouvé un chiffre, mais je n'ai pas pu le consolider. J'ai trouvé le chiffre de 240 heures dans le secondaire par an. Et vous voyez le nombre d'heures consacrées à l'enseignement des langues dans les systèmes éducatifs. Si on coupe là-dedans, ce sont des budgets gigantesques qui peuvent être épargnés. Mais aussi, pour les individus, moins de dépenses personnelles ou professionnelles en cours de langue volontaire, en séjour linguistique, en certification. Tout cela, c'est coûteux économiquement et cognitivement. Par conséquent, aussi moins d'efforts cognitifs et de temps d'études à consacrer à cet apprentissage. Comme on le voit, il y a donc de sérieux facteurs objectifs à remettre en question l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Même si cela ne peut faire l'objet de décisions radicales à court terme, qui pourraient évidemment déstabiliser les systèmes éducatifs et socio-économiques, puisque l'enseignement des langues étrangères, c'est aussi une économie. On estime que dans l'Union européenne, 9,9% du PIB de l'Union européenne est dû à ce que l'on appelle le tourisme linguistique, l'industrie du tourisme linguistique. C'est gigantesque. Donc si du jour au lendemain, on dit qu'on n'a plus besoin d'enseigner et d'apprendre les langues, c'est tout un secteur économique qui tombe. Donc ça ne peut pas, de toute façon, se faire très, très rapidement. Voyons maintenant les arguments opposés à l'abandon de l'enseignement-apprentissage des langues. Et c'est là ce qui nous intéresse. De mon point de vue, il est légitime et utile d'interroger non pas le principe même de l'enseignement-apprentissage, mais ses formes et ses modalités au regard des nouvelles pratiques linguistiques qui sont médiées par les technologies et qui induisent de nouveaux rapports aux langues en favorisant ce qui me semble important, c'est la sécurité linguistique. Tous les étudiants de langue savent qu'ils passent par une grande partie de leur formation dans l'insécurité linguistique, c'est-à-dire des difficultés à vouloir s'exprimer, à tenter de s'exprimer. À partir du moment où on a avec soi des outils qui permettent d'entrer dans la sécurité linguistique, l'activité d'apprentissage peut être libérée d'un poids important. Il faut donc mesurer d'un côté les limites des technologies, car elles doivent bien en avoir, ces technologies, elles ne sont pas infinies, et de l'autre, les avantages transversaux de l'activité d'apprentissage et des pratiques orales et écrites des langues étrangères. Il faut donc d'abord compter avec les limites des technologies. Les limites, ce sont celles de la complexité et de la plasticité du langage humain dans ses pratiques quotidiennes. On sait qu'on ne peut prétendre s'approprier totalement et définitivement une langue étrangère. J'ai vu il n'y a pas longtemps une publicité au Brésil où je vis pour apprendre l'anglais de manière définitive, en quelques mois. On n'apprend jamais une langue étrangère, ni sa langue maternelle, de manière définitive. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage d'une langue. Quand un être humain parle à un ou plusieurs autres êtres humains, il y a toujours un rapport entre la quête du sens et la fuite du sens, intentionnelle ou non, plus ou moins maîtrisée ou subie dans les différents contextes sociaux. Une compréhension imparfaite du contexte, de la nuance et de la culture est à la fois un risque possible dans la communication, nous le savons tous, mais aussi parfois un jeu assumé par les interlocuteurs qui en profitent, et on le voit bien dans les débats politiques, par exemple. Même les meilleurs outils de traduction peinent à saisir le caractère de ce que l'on appelle l'intention de communication. La complexité de l'humour et sa transposition culturelle, les sous-entendus, les références culturelles profondes bien ancrées dans l'histoire et les références culturelles de surface, la mode, ou les registres de langue, formels, familiers, les argots, dans des contextes appropriés ou non appropriés, puisqu'on peut parler de telle façon dans un contexte approprié et volontairement parler de la même façon dans un contexte non approprié, pour provoquer par exemple, la technologie peut difficilement détecter tous les ressorts de l'intention de parole. Apprendre une langue,
c'est aussi apprendre une culture, vous le savez bien entendu, une manière de penser et de percevoir le monde et les relations sociales. La médiation technologique de la traduction automatique instantanée peut-elle être fiable dans les négociations à fort enjeu économique, à fort enjeu politique, à fort enjeu affectif? Quand on parle d'amour, est-ce que le traducteur automatique va pouvoir jouer un rôle? Dans lesquels les acteurs sociaux jouent des rôles pas toujours prévisibles et parfois changeants au gré de leur volonté, de leurs humeurs et de leurs intentions. Ou bien dans les situations d'urgence absolue, lorsque l'émotionnel prend le pouvoir sur la raison. S'il existe donc des doutes sur la question des limites technologiques en termes d'efficacité linguistique et éthique, il existe aussi un double enjeu qui met en valeur les avantages pour tous d'apprendre plusieurs langues étrangères. C'est ce que l'on appelle l'enjeu cognitif, c'est-à-dire les bénéfices cognitifs, scolaires et humains de l'apprentissage des langues étrangères. Les travaux qui, depuis les années 90, identifient les bénéfices transversaux d'apprendre et de parler, écrire plusieurs langues sont nombreux. Ce sont aujourd'hui des acquis scientifiques en psychologie de l'apprentissage et en psycholinguistique, en neurologie et en neurolinguistique, en linguistique appliquée et en didactique des langues, aussi bien que dans les domaines de la sociolinguistique ou de l'économie des langues, qui ont identifié des avantages transversaux qu'il y a à apprendre des langues étrangères. On sait donc que l'apprentissage et le maniement des langues développent des compétences transversales en mémoire, en attention, en flexibilité mentale. Il favorise l'ouverture d'esprit dans les relations interculturelles et participe à une construction élargie de l'individu, tout en offrant des perspectives étendues d'adaptation plus grandes tout au long de la vie. On peut dire que même à l'ère des traducteurs automatiques et de l'intelligence artificielle, l'apprentissage et les pratiques des langues étrangères restent des exercices intellectuels à haute valeur psychologique et sociale, à court et à long terme, et difficilement remplaçables. Ce sont donc de puissants simulateurs cognitifs, des accélérateurs d'apprentissage scolaire et universitaire, c'est prouvé par des statistiques, par des travaux, dans des disciplines variées. Apprendre les langues étrangères améliore les compétences d'apprentissage en mathématiques, par exemple, qui ne peuvent être complètement et simplement remplacés par des algorithmes. Mais outre ces avantages individuels du jeune enfant aux personnes âgées, l'apprentissage et la pratique des langues étrangères permettent de construire des liens entre les intérêts de l'individu et les intérêts du collectif, de la société. C'est une ouverture sur soi, sur les autres, sur le monde, par l'intermédiaire de ce que l'on appelle en psychologie les patterns, des structures, par le renforcement de l'intelligence émotionnelle. Apprendre une langue, c'est aussi entrer dans une autre manière d'exprimer les émotions, les relations, la politesse, le désaccord. Cela développe une empathie culturelle, une sensibilité à la diversité. C'est une ouverture par la construction d'appartenances culturelles plurielles. C'est une ouverture par l'effet social qui fait que les langues servent à quoi? À quoi ça sert les langues étrangères? Eh bien, ça sert à gouverner le monde. Pouvoir parler, être doté du langage articulé, c'est-à-dire d'émettre des sons différents, identifiables et signifiants, a permis à nos ancêtres, à l'être humain, de partager avec ses semblables des informations, de coordonner des activités et de transmettre des connaissances. On sait que des études de génétique ont pu établir un lien entre un gène particulier, la protéine NOVA1, et les origines anciennes du langage parlé chez l'humain. Vous savez que nos ancêtres n'avaient pas au début les capacités du langage parlé, les capacités physiologiques du langage parlé, et elles sont apparues à une période de l'humanité. Selon ces travaux, l'apparition de ce gène qui permet donc le langage coïnciderait avec l'émergence des premiers Homo sapiens modernes en Afrique, il y a environ 250 000 à 300 000 ans, à une période où l'on passait progressivement de petits groupes qui se réunissaient autour du foyer à des groupes de plus en plus élargis, dans lesquels on avait besoin, pour gérer ces groupes, de communiquer. Les gestes ne suffisaient pas, les bruits ne suffisaient pas. C'est comme ça qu'est né le langage, c'est comme ça que s'est développé le langage. C'est en fait l'origine des premiers réseaux sociaux.
non virtuelle. On peut dire que l'apparition du langage comme faculté chez l'être humain est donc consubstantielle de celle de l'organisation de sa vie en groupe. Le langage est une nécessité sociale et politique. Nous serions donc à la fois homo politicus, homo loquens et homo economicus. Et dans un monde devenu mondialisé, multilatéral et multipolaire, on ne peut imaginer gouverner sans langues étrangères. Que seraient les grandes réunions de l'ONU sans les langues étrangères, l'UNESCO, l'Union européenne, les réunions de la COP, les G7, les G8, les G20, les réunions des BRICS ou des discours des papes qui sont multilingues? Pour terminer cette partie sur les arguments en faveur de l'enseignement-apprentissage des langues, je dirais que tous ces bénéfices humains individuels et collectifs, profonds et durables, sont irréductibles aux performances des machines, même les plus avancées. En cela, il est probable que l'apprentissage des langues étrangères ne disparaîtra pas. En revanche, pour ne pas exister inutilement et dépérir à côté des technologies de la traduction, en étant relégué à une discipline purement scolaire, comme ce fut le cas pour le grec ancien et le latin, il va devoir, l'enseignement apprentissage des langues étrangères, profondément changer de fonction avec des effets en termes d'orientation didactique, pédagogique et de politique linguistique éducative. C'est sur ces changements que je voudrais maintenant attirer votre attention. Avec l'impact profond des technologies, je pense qu'on devrait se diriger vers de l'hybridation cyber-pédagogique, vers une complémentarité entre ces technologies et les activités d'enseignement-apprentissage plutôt qu'un remplacement. C'est tout un écosystème de dispositifs à réaménager avec des rénovations à mettre en place, c'est-à-dire la formation des enseignants, les programmes, les établissements, les méthodes, les certifications, avec des rénovations en pédagogie, en didactique et en évaluation. C'est la troisième partie de mon exposé. Ce double mouvement de réaménagement et de rénovation suppose d'articuler les nouvelles pratiques sociales, l'utilisation de ces technologies de la traduction automatique instantanée, qui s'appuient sur des artefacts technologiques et des modalités d'apprentissage et d'enseignement des langues étrangères qui doivent prendre en compte ces pratiques. Plutôt que de diminuer, voire supprimer les cursus d'enseignement des langues dans les écoles, dans les universités, il s'agit d'intégrer les outils de traduction pour apprendre à les utiliser de façon critique, mais aussi d'adapter les méthodes pédagogiques pour se concentrer sur les compétences réellement humaines. L'interaction humaine efficace, ce n'est pas l'acte de parole qui compte, c'est l'interaction humaine efficace. La médiation sociale productive, ce n'est pas l'acte de parole qui compte, c'est la médiation. L'interaction constructive, ce n'est pas l'acte de parole qui compte, c'est l'interculturation, qui deviendrait donc des buts explicites de l'enseignement-apprentissage des langues. Alors qu'aujourd'hui, les buts de cette activité sont principalement explicités en termes de compétences linguistiques dans la langue cible, savoir comprendre de l'écrit et de l'oral, savoir produire de l'écrit et de l'oral dans la langue cible. Il s'agit de fonder la démarche d'apprentissage comme activité sociale interlinguistique et interculturelle. Et de ce point de vue, je reprends l'approche philosophique de Jürgen Habermas sur l'agir communicationnel comme théorie de la société mettant l'accent sur le rôle central du langage et de la compréhension intersubjective dans les interactions sociales. Habermas explique pourquoi l'acte de parole, en soi, n'a qu'une faible valeur communicationnelle. Il dit « Par agir communicationnel, je n'entends pas d'abord l'acte de parole en lui-même, mais l'interaction sociale qui permet, au moyen d'une expression langagière employée, à des fins d'entente, de coordonner les intentions de ceux qui participent à une action. » C'est ça le but de l'apprentissage des langues. D'une certaine façon, libéré d'une partie de la contrainte formelle de l'acte de parole et de l'insécurité linguistique avec les outils de traduction automatique, les apprenants de langue étrangère peuvent se concentrer sur les finalités sociales de la communication tout en conservant un contrôle critique de l'outil. L'évolution des technologies de traduction ne supprime pas la nécessité d'apprendre les langues étrangères, mais elle doit permettre de redéfinir la place et le rôle de cette nécessité et de ses buts.
plutôt que d'opposer apprentissage humain et intelligence artificielle, il semble plus pertinent de penser en termes de complémentarité. Si on admet cela, il faut alors réfléchir à comment recentrer les activités pédagogiques et didactiques sur l'interaction, sur la médiation et la culture qui intègrent les outils de traduction. Voyons donc maintenant de manière un peu plus concrète comment on pourrait reconvertir et transposer ces trois axes, interaction, médiation et culture, à différents niveaux en utilisant les technologies de la traduction pour faciliter la génération des actes de parole et libérer l'apprenant de l'insécurité linguistique. Au niveau des référentiels, au niveau des curriculums, au niveau des méthodes, au niveau de la formation des enseignants et au niveau aussi des politiques linguistiques éducatives. D'abord, rediscuter des référentiels pour l'enseignement des langues étrangères et réaménager les curriculums et les méthodes. La question des référentiels, vous le savez toutes et tous, est devenue incontournable en politique linguistique éducative, une sorte de problématique universelle, comme le montre le nombre de cadres, de paramètres ou de lignes directrices qui existent maintenant dans le monde, dans des groupements de pays ou bien dans des pays, pour l'apprentissage des langues étrangères. Depuis les travaux du Conseil de l'Europe, qui ont mis en évidence comment un outil, le cadre européen, a réussi à façonner l'organisation de l'enseignement-apprentissage des langues dans 27 pays, sur un même modèle, et plus largement pour 47 pays du Conseil de l'Europe, intégrant par exemple la Turquie, l'apport stratégique et technique des référentiels est devenu quelque chose d'incontournable. Donc si on veut modifier les buts, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir travailler sur les référentiels. La construction des référentiels là où ils n'existent pas et leur aménagement là où ils existent sont donc une clé pour le réaménagement. Ce que l'on peut dire de l'ensemble des référentiels existants, c'est qu'ils sont élaborés autour d'une architecture centrale de descripteurs qui sont exprimés soit en termes purement linguistiques, soit pour certains, comme le cadre européen, en termes de compétences. En termes de compétences, le cadre européen dit, voilà les indicateurs, comprend plus ou moins, ne comprend pas. Sait faire correctement, sait faire plus ou moins correctement, ne sait pas faire. Et pour certains, le cadre européen marque absence de descripteurs disponibles. Or, ces descripteurs ne prennent pas du tout ou pas suffisamment en compte les variabilités de contexte, les enjeux des situations sociales et culturelles et la spécificité des langues des interlocuteurs. C'est comme si tout le monde parlait la même langue, on est tous dans un même univers culturel. On voit ici sur la diapositive une série de descripteurs d'argumentation et de compréhension par niveau de A1 à C2 qui restent sans contexte. Par exemple, pour la compétence d'argumentation dans un débat, le niveau B2 indique une série de descripteurs sous la forme peu développée, peu expliquée. C'est très bien. Mais on sait bien que selon le type de débat, selon les enjeux du débat et en fonction des statuts sociaux des participants, il y aura des facteurs aidants au débat ou, au contraire, des facteurs inhibiteurs qui pourront affecter la qualité de l'argumentation. Ces facteurs peuvent être aussi amplifiés par une méconnaissance interculturelle des places hiérarchiques des personnes qui doivent parler et des attributions de parole. Même si la communication avec l'approche communicative et l'action par le langage dans la perspective actionnelle ont introduit des compétences essentielles, la structure même des descripteurs de compétences est incomplète pour identifier les facteurs adjuvants et les facteurs inhibiteurs de l'interaction humaine efficace, de la médiation sociale productive et de l'interculturation constructive. Il y a dans le cadre européen un sous-emploi de la médiation qui devrait être développé. Pourtant, la médiation en langue étrangère est devenue un concept central dans le cadre européen dans sa version de 2018. C'est une compétence qui va au-delà des simples interactions linguistiques et qui met l'accent sur le rôle de l'apprenant comme facilitateur de compréhension, dit le cadre, entre des interlocuteurs qui ne partagent pas la même langue, la même culture ou le même niveau de connaissance d'un sujet donné. Il y a ainsi 3 grands types d'activités de médiation qui sont décrits par le cadre européen, la médiation de texte, la médiation de concept et la médiation des communications. On est ici dans des descripteurs de contexte qui impliquent des activités d'apprentissage qui prennent du temps à être organisées dans la classe
Et c'est d'autant plus difficile pour des élèves qui restent en insécurité linguistique et qui ne vont pas entrer dans le débat comme de véritables débatteurs dans un débat contextualisé. La transposition didactique, c'est-à-dire la mise en œuvre pratique des activités d'introduction de la médiation, n'est donc pas simple à réaliser dans la classe et c'est pourquoi elle ne l'est pratiquement jamais réalisée. Par ailleurs, les compétences mobilisées dans la médiation sont non seulement complexes à identifier et à décrire en fonction de contexte, mais leur profondeur et leur étendue en termes de conditions d'accomplissement et d'efficacité de l'échange interlocutoire reposent sur des principes fondamentaux qu'il faut connaître. Ces principes langagiers ont bien été décrits par de nombreux travaux de linguistique conversationnelle et d'analyse des interactions discursives, et je ne vais pas entrer dans ce détail, faute de temps, et en plus j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous connaissent les travaux de Goffman, Gries, Sachs, Austin, Searle, bien entendu. Il y a donc, selon ce type de travaux, des conditionnalités dans la réussite de la médiation sociale productive et dans la médiation comme compétence en situation d'enseignement-apprentissage. Conditionnalités que les méthodes et les activités d'apprentissage devraient aborder de manière interlinguistique et interculturelle. Par ailleurs, pour réussir la transposition didactique dans les activités de classe, on peut aller voir du côté de la sociodidactique des langues. La sociodidactique des langues décrit très bien des conditions pédagogiques et didactiques pour faciliter et renforcer les compétences de médiation. Elle insiste sur l'importance de prendre en compte les langues et les expériences langagières préalables de chaque apprenant, ressources qui peuvent être mobilisées dans des situations d'argumentation, par exemple, pour construire des points de vue, comparer des idées ou traduire des nuances de sens. Elle souligne que l'argumentation ne se limite pas à une démonstration logique, mais repose sur une dynamique interactive des interlocuteurs, écouter, reformuler, nuancer, prendre en compte l'autre. Dans un débat, si on ne prend pas en compte l'autre, on discute tout seul, c'est un monologue. La sociodidactique promeut une approche réflexive où l'élève prend conscience des effets de sa langue et de sa posture argumentative. L'intégration des technologies de la traduction dans ce type d'approche devrait permettre de comparer ce que la machine propose dans la traduction et ce que l'humain propose lui-même dans telle ou telle situation. Mais actuellement, les composantes de la médiation sont mal prises en compte dans les curriculums et dans les manuels qui préfèrent se concentrer sur ce qui est plus simple, plus identifiable et mieux décrit. Il me semble qu'il devient donc nécessaire de réaménager les référentiels autour d'éléments structurants qui les rassemblent et les relient, les activités qui peuvent avoir recours aux technologies avancées de la traduction automatique, de l'oral et de l'écrit, et les activités qui se centrent sur l'interaction humaine efficace, la médiation sociale productive et l'interculturation constructive. Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles il faudrait recentrer les référentiels, les curriculums et les programmes autour de la médiation et laisser aux traducteurs leur rôle de sécurisation linguistique dans la production des actes de parole. Première raison, la médiation synthétise les compétences de base. Dans des activités de médiation, on peut travailler la compréhension, l'expression, l'interaction. La médiation peut intégrer les technologies de la traduction automatique. Dans les activités de médiation, on peut comparer ce que l'outil automatique de traduction produit et ce que les individus produiraient et voir ce qui est le plus adapté à la situation. La médiation favorise aussi les apprentissages transversaux, le travail collaboratif, la communication interculturelle et l'esprit critique. Évidemment, un tel recentrage aura des conséquences systémiques concrètes en matière d'évaluation et en matière de formation des enseignants. Les conséquences d'un tel recentrage sont nombreuses, mais elles ne sont peut-être pas affrontées dans un même temps. Quand on parle de ce type de réaménagement, les responsables des systèmes éducatifs vont dire « Ouh là là, ouh là là, ouh là là, c'est trop compliqué, ça va nous coûter trop cher, on n'a pas les ressources pour le faire. » Mais on n'est pas obligé de faire tout en même temps, au même moment et complètement. On peut imaginer des dispositifs d'enseignement-apprentissage des langues qui s'auto-organisent par étapes et par objectifs progressifs
en fonction des contextes de politique linguistique éducative, des ressources cognitives qui existent et des ressources humaines disponibles. Il sera par exemple inévitable de repenser les méthodes d'évaluation et les modèles de certification, dont le DELF et le DALF. Il faudra évaluer la capacité à mobiliser aussi bien les supports linguistiques et culturels, comme on le fait aujourd'hui, que les supports technologiques, comme les traducteurs automatiques. Il va falloir apprendre à les utiliser et à les critiquer. Il faudra aussi repenser les descripteurs dont on se sert dans les examens pour mesurer les compétences en introduisant des tâches de médiation sociale et culturelle et des tâches d'utilisation adéquate des outils de traduction. Mais la conséquence la plus lourde en termes de moyens sera certainement la formation des enseignants à renouveler en profondeur. Je ne vais pas m'y attarder ici, faute de temps, mais il me semble qu'on peut définir 3 axes. Intégrer dans les programmes de formation des enseignants les concepts et les descripteurs de l'interaction et de la médiation, former à concevoir des tâches de médiation, intégrer l'utilisation critique des traducteurs automatiques. J'arrive maintenant à la dernière partie de mon exposé. Ça a changé? Non. Ah oui. Ça ne bouge pas. Help. Je reviens. Là, c'est bon, ça a changé? Ah, encore. C'est bon? Oui, ok. Je voudrais terminer par les effets sur les politiques linguistiques éducatives. Là, ça va intéresser Sébastien, certainement. Les politiques linguistiques éducatives peuvent être explicites. C'est évidemment souhaitable, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des pays dans lesquels, pas seulement des pays, mais des régions à l'intérieur de pays, ou des entités qui ont à utiliser des politiques linguistiques, par exemple de grandes entreprises internationales, ont forcément une politique linguistique, mais elle n'est pas toujours explicitée, pour de multiples raisons. Elles peuvent aussi être partielles, incomplètes, faute de ressources cognitives ou techniques suffisantes pour les alimenter et les accompagner. Bien entendu, elles concernent les systèmes éducatifs et de formation de l'école jusqu'à l'université. Les politiques linguistiques éducatives englobent l'ensemble des systèmes éducatifs. Elles concernent aussi les opérateurs linguistiques privés ou publics, comme les institutions d'enseignement, les centres de langue, l'Alliance française, le British Council, l'Instituto Cervantes, etc. Mais elles concernent aussi les dispositifs de certification internationale des langues, qui reposent sur des fondements théoriques et opérationnels. Le DELF-DALF, le TOEFL pour l'anglais, le DELE pour l'espagnol. Donc, la question qui se pose, c'est quelle stratégie pour que les politiques linguistiques éducatives prennent en compte le réaménagement des dispositifs et la rénovation des pratiques autour de la médiation en introduisant les technologies de la traduction. La question est comment inciter les responsables à anticiper les effets des avancées technologiques pour commencer rapidement à réorienter leur stratégie. Pourquoi? Parce que si on reste pépère, comme on dit en français, comme on est aujourd'hui, la diapositive que j'avais au début avec le nombre d'heures de langue consacrée dans les systèmes éducatifs, dans les 15 ans qui viennent, on va trouver des gestionnaires qui vont nous dire « ça coûte trop cher, il y a des outils de traduction, les sociétés n'ont plus besoin d'apprendre les langues étrangères ». Si les systèmes éducatifs n'anticipent pas ces changements, on va se trouver en face de grosses difficultés. Et je pense qu'il faut commencer par construire une prise de conscience partagée en produisant des études prospectives avec des scénarios qui montrent les risques et les avantages, et ensuite réorienter les stratégies autour des nouveaux buts, des buts à la fois humanistes et technologiques. Et là, les technologies, finalement, nous servent à réfléchir de nouveau à l'humanité, contrairement aux défenseurs du transhumanisme qui voudraient faire en sorte que les technologies remplacent une grande partie et deviennent
des artefacts qui sont complètement dépendants, qui sont intégrés dans l'être humain. Positionner les institutions, comme les Alliances françaises, comme des acteurs de l'intelligence linguistique augmentée avec les technologies intégrées. C'est un changement de perspective. Reformuler les missions des institutions autour de valeurs durables dans ce nouveau contexte hybride. On a là de nouveaux engagements politiques à définir pour les institutions et pour les systèmes éducatifs. Ou bien encore, parce qu'il le faudra aussi, lancer des recherches au niveau des universités et des expérimentations pilotes sur les programmes de formation à la médiation intégrant l'usage raisonné des traducteurs automatiques. Montrer aux responsables que ne rien changer pourrait signifier perdre en productivité constructive, en efficacité éducative et en attractivité internationale. Il faut construire des scénarios contrastés, montrer que dans un scénario où rien ne change, qu'est-ce qui va se passer? Les risques que j'ai évoqués tout à l'heure, la disparition progressive de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères ou leur relégation comme activité culturelle, l'apprentissage du latin, du grec, on apprendra le français ou l'anglais même de manière culturelle, quelques heures par semaine, par mois. Et les stratégies autres qui affrontent le réaménagement que j'ai évoqué à partir des référentiels. Je vais m'arrêter ici. J'ai aussi commencé à travailler sur des plans d'action contextualisés pour les systèmes éducatifs et pour les alliances françaises, mais je ne vais pas développer ici. Mais c'est une autre affaire. Il faut commencer par convaincre du principe qu'il faut réaménager les référentiels autour de la médiation pour intégrer ces technologies qui nous fascinent et qui nous effraient à la fois. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions, des remarques. Le jeune homme, là, le jeune étudiant. Ah. Francés, portugués, español, Sí, las paisa, tres. santanderiano, costeño, nos dicen, no hay ningún problema. ¿Quién tenía preguntas por acá? Allá. ¿Pour les étudiants? Ok, il y a des questions ici. Très bien. Chicos, estamos con el QR, vamos a solicitarles formato de asistencia de nuestra facultad y de nuestro programa de lenguas, por favor, para que no olviden el QR. Ya lo envío. Bonjour, merci beaucoup. Et alors, je voulais te poser la question, et avec tous ces outils qui sont maintenant dans la modernité, pour nous les étudiants, quels vous avez trouvé qui sont les plus utiles pour nous? Et parce qu'il y a une grosse différence entre, bon, je ne sais pas, le contexte culturel, ou sinon le contexte de la traduction directe. Pour vous, quels vous sachez qui sont les plus utiles pour nous? Bien, le plus utile pour vous immédiatement, c'est le plan d'études que vous suivez pour réussir vos examens et avoir votre titre. Ça me semble le plus important. Mais le plus utile pour les responsables des plans d'études qui devraient affronter cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, c'est de prendre en compte justement dans les nouveaux plans d'études pour les collègues qui vont venir, vos collègues étudiants qui vont venir dans les prochaines années, parce que vous devez terminer avec votre plan d'études actuel, c'est d'essayer de faire en sorte que les nouveaux plans d'études intègrent progressivement les technologies de la traduction et de manière empirique au début, de voir. Il y a beaucoup de propositions didactiques aujourd'hui dans le monde, dans différentes langues, comment utiliser les technologies du chatbot, des assistants conversationnels dans les classes de langue. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Donc, regarder ces propositions, les étudier, les expérimenter soi-même, c'est quelque chose de bien, mais ça va se faire de manière empirique. Et de manière plus théorique, là, il faut faire en sorte que les institutions dans lesquelles vous étudiez
dans les 10 années à venir, changent leur plan d'études pour intégrer ces outils officiellement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis aussi vice-président de l'Alliance française de São Paulo, et on a souvent, avec les collègues enseignants de français, j'ai eu une réunion il n'y a pas très longtemps sur l'utilisation de ChatGPT. Est-ce qu'on doit interdire aux élèves qui apprennent le français dans l'Alliance française d'utiliser ChatGPT? Alors il y avait les enseignants qui disaient oui, parce qu'évidemment, ils vont me faire une traduction. ChatGPT, il fait tout, donc on leur donne un devoir, et puis bon, c'est pas eux. Il y a la réponse inverse. On ne pourra pas interdire ChatGPT. On n'a pas pu interdire Word, on n'a pas pu interdire Google Translate, on ne va pas interdire ChatGPT, c'est absurde. Il faut réussir à l'intégrer, montrer comment ChatGPT, il donne de bonnes traductions, mais on peut arriver à le piéger. Comment on peut arriver à le piéger? C'est une réflexion métalinguistique qui fait partie de la formation. Vous voyez? Oui. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Aucun? Non? No hay preguntas? Bon, Patrick, Sébastien? Le jeune homme. Sébastien, il y a une question ici. Et du coup, Patrick, est-ce que, par exemple, au niveau Conseil de l'Europe, sur la question des référentiels, est-ce qu'il y a un début de réflexion ou est-ce qu'il y a déjà des travaux en cours? Et est-ce qu'on peut penser évoluer prochainement, dans les années qui viennent, vers de nouveaux types de référentiels? Et la deuxième question, à ta connaissance, dans le panorama mondial des systèmes éducatifs, est-ce qu'il y a un ou des systèmes éducatifs qui sont déjà beaucoup plus avancés en la matière d'intégration de tous ces outils dans l'apprentissage en général et dans l'apprentissage des langues étrangères en particulier? Je réponds à la deuxième question pour commencer parce qu'elle est simple. Non, les systèmes éducatifs ne sont pas prêts à ça. Ce sont et c'est tout à fait normal, ce sont des systèmes institutionnels très lourds, très longs à intégrer au changement. Quand on regarde le système éducatif français, pour intégrer l'approche communicative, tu le sais bien, tu es prof d'anglais à l'origine, pour intégrer l'approche communicative et encore plus la perspective actionnelle dans les écoles en France, au niveau secondaire et même au niveau primaire, ça a pris des dizaines d'années pour que les inspecteurs de langue acceptent ça. Donc les systèmes éducatifs sont très très lourds à gérer. Mais on a un avantage en Europe, c'est qu'effectivement, il y a les travaux collectifs, et là j'en reviens à la première question, du Conseil de l'Europe, qui ouvre la porte avec le cadre européen, la version 2018. La porte est ouverte, mais il n'y a pas eu jusqu'ici une prise en compte dans la transposition didactique, parce que c'est très compliqué. On ne peut pas dire aux enseignants, voilà, c'est dans le cadre européen, maintenant débrouillez-vous dans la classe. Non, il faut travailler. Donc, il y a un certain nombre de collègues qui travaillent autour de ça depuis les 3-4 années. 4 années, vous voyez là, comment les langues nous échappent. On ne maîtrise jamais sa langue maternelle. 4 années. Donc oui, il y a un collègue comme Pierre Martinez a travaillé depuis quelques années à partir d'un ouvrage qu'il a produit maintenant à la fin des années 2010. Il anticipait déjà les choses, mais il n'avait pas les technologies d'aujourd'hui. Ce qui va très vite, c'est l'évolution des technologies. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut modifier les buts, parce que ça va nous permettre d'être plus... Aujourd'hui, on ne sait pas comment les intégrer. On les intègre de manière empirique. On essaye tel ou tel truc. Dans une alliance française, on fait ça. Dans une autre, on fait ça. Dans une école, parfois, il y a des écoles avancées qui font des choses dans les systèmes éducatifs. Mais ce n'est pas généralisé. Et ce n'est pas forcément généralisable. Donc, il faut prendre en compte la réalité de tout ce qui se fait. Mais si on ne change pas par exemple, par rapport à la question de l'étudiant, les plans d'études dans les universités, si on ne change pas les paramètres curriculaires, si on ne change pas les cadres référentiels, eh bien, il n'y aura pas de possibilité. Dans le cadre européen, on a cette ouverture. Maintenant, il faut agir. Donc, effectivement, il y en a un certain nombre, mais ce n'est que le début. ChatGPT, ça a 3 ans. Merci Patrick. Une petite anecdote, juste parce que je l'ai vécu ici à La Heyane, lors d'un événement que vous aviez organisé, où je me souviens, l'intervenant a dit aux étudiants qui utilisent
qui utilisent Wikipédia. Et moi, j'étais tout fier, j'étais devant, donc j'ai levé la main et je me suis retourné. En fait, j'étais le seul à avoir la main levée parce que en fait, tous les étudiants ont dit bah non, on utilise ChatGPT. Et je reviens à ta remarque sur tes discussions avec les enseignants de l'Alliance. Effectivement, on ne va pas lutter. Enfin, il s'agit vraiment plutôt d'adopter ces outils, d'apprendre à les maîtriser et à sacar provecho, comme on dit ici, de ces outils. On se sent vite dépassé, en fait. Bon, merci Patrick, merci à l'ambassade pour cette conférence si intéressante pour nos élèves, pour nous, toute l'équipe des professeurs, et qui peuvent s'asseoir. Et ma question va orienter vers les plans d'études, et qu'en effet, en tant qu'université, on cherche à changer, on vient d'échanger aussi nous, et nos plans d'études pour les étudiants des langues, surtout parce que l'approche de l'AEAN, c'est surtout pas pour être professeur, mais surtout pour le monde du travail. Et nous, dans notre activité pédagogique quotidienne, je voulais vous demander comment vous voyez, par exemple, les structurations de la grammaire ou la phonétique, etc. Et si on essaye de former des médiateurs, par exemple, des étudiants médiateurs, je ne sais pas si on peut passer comment au-dessus de la grammaire et intégrer un peu, parce qu'on ne forme pas des linguistes ici, sinon des personnes qui vont utiliser la langue comme un outil dans une entreprise. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des lumières là-dessus? Bon, je ne suis pas un spécialiste, il faudrait interroger Jean-Claude Béaco, je ne suis pas un spécialiste de grammaire. On l'invitera. Mais non, sur le principe, oui. Il me semble que pour tout ce qu'il y a de métalinguistique, qui est la réflexion sur la grammaire, la réflexion sur la prononciation, qui est importante, je pense que l'intégration des technologies, notamment pour des non-spécialistes de la langue, mais des professionnels qui vont avoir utilisé la langue après, est encore plus intéressant que pour les enseignants. Parce que ça permet, si on utilise un traducteur automatique, il va faire une proposition de traduction. On va, avec les étudiants, essayer de trouver les conditions pour piéger le traducteur automatique. Quelles sont les conditions pour le piéger? On va lui parler, par exemple, avec un accent, si c'est en espagnol, porteño, ou bien en français avec un accent québécois. Est-ce qu'il va le repérer? On va mélanger dans un même texte plusieurs accents, plusieurs registres de langue, et on va essayer de voir ce que l'outil nous propose. Et en décomposant cela, on peut accéder après, dire, ben voilà, il y a des règles qui existent, il y a des règles phonétiques, phonologiques, il y a des règles grammaticales, et là, on va aller les voir. On n'est pas obligé d'apprendre a priori la grammaire. Bon, Patrick, ici à l'université EAN, on a déjà pris les pratiques de l'intelligence artificielle et il y a une commande, il y a une politique linguistique à propos de ChatGPT. Alors les étudiants à l'université peuvent utiliser ChatGPT et traduction automatique, mais après, il faut faire l'exercice de réédition et l'exercice de comparaison avec les produits originaux de ChatGPT et après les résultats. Et il y a de recherches qu'on est en train de commencer à écrire. Alors, toutes les contributions qu'on pourrait faire ici pour l'université à propos de l'intelligence artificielle et toutes les recherches qu'on vient de découvrir avec la conférence, c'était très utile pour cette nouvelle politique. Et ici, Adriana Martínez. Adriana est la professeure qui a travaillé avec le gouvernement et la politique d'intelligence artificielle pour la Colombie. Alors, Adriana, puedes hablar en español. No estaba previsto. Patrick, muchas gracias por la conferencia y la temática sobre cómo integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje de lenguas extranjeras, específicamente del francés. Comparto mucho la visión de la apropiación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza, pero de una manera
crítica, ¿sí? No como al inicio que se decía, bueno, se acabó la conferencia, vamos a utilizarla y ya. No, es necesario tener una integración de estas tecnologías con un uso crítico, con un uso responsable, porque más allá de la interpretación que ustedes le puedan dar, es la cultura, la integración de la cultura, la percepción de las sensaciones. Me llamó mucho la atención cómo integraba esa particularidad en el momento de cuando nuestros futuros profesionales pues vayan a utilizar estas herramientas, porque sí o sí las tenemos que integrar, y me parece muy acertado que seamos conscientes, tanto los docentes como los estudiantes, que no hay vuelta atrás. Esto hay que apropiarlo, hay que integrarlo, hay que manejarlo de una manera correcta, ¿sí? Y que ya es el futuro, no sabemos cómo. Me parece también muy interesante que usted lo diga, es que no hay una fórmula, ni siquiera en Europa, mucho menos por ahora en nuestra región, de cómo podemos integrar estas nuevas tecnologías en todo el proceso de formación, de aprendizaje y de apropiación. Entonces, nada, estoy en línea, le agradezco mucho porque pensé que ustedes tenían como, yo sé, van adelantados, pero quizás tuvieran un poquito más de luz, pero creo que toda la humanidad vamos en el mismo camino, apoyándonos poco a poco en esta integración tecnológica, y bueno, que siga así como este objetivo de integración, de cooperación entre entre el país, entre los dos países, y ahorita con la red institucional. Muchas gracias por esta información, porque es una información interesante sobre lo que hace la EAN. Gracias. Chicos, muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Los invitamos a que pasemos al frente con los estudiantes y vamos a tomar las fotos para nuestro boletín de noticias de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la AUF y de la Embajada. Entonces, tú dirás. Ay, no sé, voy a pasar así. De paso, si hay… No, chicos, entonces, ¿cómo ubicamos la foto? Tú dices. Ah, muchas gracias. Okay, una selfie. Ok, listo. No, sí. Bueno. ¿Pero quién toma la foto entonces? No sé, oye, ¿tú nos ayudas a tomar la foto hacia atrás, así?